Bonjour tout le monde, bienvenue à ma présentation d'aujourd'hui sur l'évolution du régime thermique du pergélisol et les manifestations géomorphologiques de sa dégradation près de Kangnick-Swalugjwak au Nunavik. Mon nom est Catherine Deslauriers et je suis étudiante à la maîtrise en sciences géographiques à l'Université Laval sous la direction de Pascal Roy-Léveillé et de Michel Allard. Pour commencer, le pergélisol est un sol dont la température se maintient sous 0°C pendant au moins 2 années consécutives. Ici, on voit les zones de pergélisol au Nunavik, qui est la partie nordique du Québec. Ici, on trouve Kangnick-Swalugjwak, le village inuit où mon projet a lieu. Et on a ici Kudjwak et Iqaluit, qui sont deux centres administratifs importants dans l'Arctique. Ici, on voit une belle image de drone prise par Christian Garcia à Kangnick-Swalugjwak l'été passé. À gauche en rouge, c'est ce qu'on appelle un plateau palsique. C'est une variante, si on veut, de ce qu'on nomme des palses. Une palse, c'est une butte de pergélisol qui se forme principalement dans les tourbières et les marécages et qui contient des lentilles de glace de ségrégation. La plupart du temps, elles sont formées de sédiments minéraux et recouvertes d'une couche de tourbe qu'on voit plus clairement sur la photo de droite. Les lacs qu'on voit sur la photo, c'est des lacs thermokarstiques ou des lacs de thermokarst. C'est des lacs associés au dégel du pergélisol par un processus qui s'appelle le thermokarst. On a aussi des formes de pergélisol qui s'apparentent à des palses qu'on appelle des lithales, qui se forment dans des sédiments minéraux fins, souvent glaciaux marins, comme de l'argile et du silt. Ce qui les distingue des palses surtout, c'est l'absence d'un couvert de tourbe. Les objectifs du projet sont divisés en deux parties. La partie 1 consiste à décrire les réponses de la température du sol au changement climatique dans 3 types de dépôts de surface. Donc cette partie-là est terminée et a fait l'objet d'un article pour le congrès ARCOP en 2021. La partie 2 est subdivisée en deux, soit analyser l'évolution du régime thermique de Pals et de Lithals et décrire cette évolution-là en lien avec l'évolution géomorphologique de Pals et de Lithals. La partie 2 du projet est en cours et va se terminer dans les prochains mois. Ça ici, c'est une carte des dépôts de surface qui a été faite par l'équipe de Michel Allard pour le village de Kangnick-Swalugjwak et que j'ai adapté pour mon projet. On a regardé les données de 3 sites pour la première partie du projet. Le site 1 dans des sables et graviers, le site 3 dans le roc et le site 10 dans des sédiments glaciaux marins. Pour la deuxième partie du projet, on se concentre sur 2 sites, soit un plateau palsique et le site 10 qui est une lithals. Allons découvrir ensemble les sites d'études de mon projet. Kangnick-Swalugjwak est un village inuit près de la baie d'Ungava, dans la zone de pergélisol discontinu et abondant. La limite nordique des arbres traverse le village. Ici, on voit les hauts plateaux au nord-ouest du village qui se trouvent dans la toundra arbustive. On voit ici une zone de lithals qui n'est pas directement sur le littoral. Ici, on est dans la toundra forestière au sud-est du village, à quelques kilomètres des plateaux. On voit que la forêt est encore bien présente de ce côté du village. On voit des lacs, des arbres morts qui indiquent un dégel récent du pergélisol et la formation récente de cette partie du lac. Ici, c'est le plateau palsique. Ici, on se trouve au site 10, qui se trouve à être une lithals dans les sédiments glaciaux marins près de la baie Aquila-Sakалak, sur le littoral. Ça, c'est notre station avec un câble à thermistance. Et on voit l'arbustification bien en marche aux marges de la lithals. Je vous présente ce qu'on a fait dans l'article scientifique pour ARCOP en 2020-2021. On a commencé par regarder les tendances climatiques dans l'Arctique canadien et on a comparé les tendances entre l'Est et l'Ouest. On voit un refroidissement jusqu'à environ 1992 dans l'Est, tandis qu'il dure jusque dans les années 70 dans l'Ouest. Ensuite, on voit un réchauffement dans l'Ouest, puis dans l'Est,
et finalement un refroidissement depuis 2010 dans l'Est. L'équipe de Michel Allard a des données de température de l'air à Kangxualujjuaq pour un certain nombre d'années, qu'on voit en pointillés bleus, mais on voulait remonter à plus loin que ça pour les tendances climatiques. Donc, on a fait une analyse de corrélation entre les températures de l'air de Kuujjuaq et de Kangxualujjuaq pour justifier notre choix d'utiliser les données de température d'Environnement Canada pour Kuujjuaq comme référence, ce qui nous a donné un R, c'est-à-dire une corrélation de 0,997. On a regardé l'approfondissement de la couche active aux 3 sites. On remarque entre autres que le roc au site 3 a une bonne conductivité thermique et un faible contenu en eau, donc peu de chaleur latente de fusion, ce qui fait que le front de dégel atteignait 14 mètres de profondeur et va plus profond que 20 mètres quelques années plus tard, ce qui est attendu pour le roc. Le front de dégel atteint 4 mètres aux 2 autres sites, ce qui est quand même profond. Au site 10, le front était à 10 mètres quelques années plus tard, probablement parce que le pergélisol dégèle tout au long du profil et devient isothermique, c'est-à-dire que les températures se rapprochent de 0 degré Celsius. Donc tout ça met en lumière une grande variabilité de la réponse des températures du sol à l'intérieur d'une zone restreinte, localement, soit environ 17 km². Ici, ce qu'on voit, c'est la période 0, ou le zero curtain en anglais, à 2 des sites. Ça suggère la présence d'une nappe d'eau perchée qui empêche la couche active de regeler rapidement l'hiver à cause de la chaleur latente de fusion. Sur la figure de gauche, on voit les changements dans la profondeur de dégel au début du mois d'octobre. Le roc répond de façon inverse au climat, tandis que les sables et graviers et les sédiments glaciaux marins répondent aux variations climatiques de façon moins prononcée et avec un petit délai. La figure de droite montre les réponses au climat en profondeur à environ 20 mètres de profondeur. Les tendances ont été clairement enregistrées par le roc, aussi par les sables et graviers, mais avec un petit délai. Par contre, les sédiments glaciaux marins ont arrêté de répondre au climat, en partie à cause de l'absorption de la chaleur latente de fusion le long du profil. Donc, on passe à la partie 2 de mon projet. Si on se souvient bien, j'analyse 2 sites pour la partie 2. Ici, on a une carte préliminaire qui montre la perte de superficie des pals à mon site de plateau palsique. J'ai utilisé des photos aériennes qui datent de 1964 à une échelle de 1/15 000 et des orthophotos qui datent de 2015. J'ai mis en arrière-plan à gauche la photo de 1964 et à droite l'orthophoto de 2015 pour que vous puissiez comparer visuellement les délimitations en voyant comment c'était avant et comment c'était plus récemment. En rouge, j'ai tracé la délimitation des pals en 1964 et en vert la délimitation de 2015. Donc, à première vue, on aurait une perte de superficie de 58% entre 1964 et 2015. Ici, c'est une carte de mon site de Litals. À première vue, la perte de superficie des Litals est d'environ 62%, ce qui est un peu plus élevé que pour les pals. Ça pourrait être expliqué par le couvert de tourbe des pals qui a un effet isolant, c'est-à-dire qui empêche un peu plus le froid de s'échapper des pals et empêche la chaleur de pénétrer dans le sol l'été, donc la glace fond moins vite. Prochainement, j'aimerais aussi faire le même genre de carte pour voir l'arbustification et les changements dans l'étendue des lacs thermokarstiques. Ici, ce qui est intéressant, c'est un réseau de ravinement sur le plateau palsique qui se forme avec la dégradation du pergélisol. Les ravins sont généralement parallèles entre eux et on pense qu'il pourrait y avoir un lien entre des changements dans le régime thermique et certains changements à la surface des pals, dont celui-là. Sur la photo en bas à droite, on voit un gros ravin en regardant dans le sens de la flèche bleue. Les prochaines étapes avant de conclure le projet vont être d'analyser les levées topographiques qu'on a fait sur le terrain cet été sur une litals et sur une pals. On va aussi analyser les profils de température aux 2 sites de pals et de litals qu'on a vus aujourd'hui. Et finalement, on va clarifier les liens entre l'évolution géomorphologique des pals et des litals et leur évolution thermique. Merci pour votre attention. J'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a plu
Et merci à toutes ces personnes pour leur aide.